Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pour le DIU études approfondies des polyarthrites et des maladies systémiques parler des vascularites et pour commencer de la classification des vascularites. Je suis Xavier Puéchal, je travaille au centre de référence des maladies rares à l'hôpital Cochin. Les vascularites se définissent par une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins, artériels, capillaires et veineux, ce qui va conduire à une altération de la paroi vasculaire. Il va en résulter une sténose ou une occlusion de la lumière vasculaire par une thrombose ou éventuellement une prolifération intimale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vascularites systémiques correspondent à un groupe très hétérogène d'affections, dont la présentation va dépendre de la taille et de la distribution des vaisseaux atteints. La définition et la classification d'une vascularite va avoir des conséquences pronostiques et thérapeutiques. Voici tous les noms et descriptions dans l'histoire qui font maintenant partie de l'histoire de la médecine avec beaucoup de noms propres et qui ont été considérablement simplifiés. La plupart des classifications des vascularites sont anatomocliniques. Clinique, on va revenir dessus, et histologique portant sur la taille des vaisseaux atteints et également le type d'atteinte vasculaire. Quelle est la nature de l'infiltrant inflammatoire? Y a-t-il une nécrose fibrinoïde ou non de la paroi vasculaire? Y a-t-il un granulome extravasculaire? Voici par exemple une image de vascularite nécrosante avec une thrombose luminale. Vous voyez également une nécrose fibrinoïde de la média et une inflammation tout autour de cette nécrose fibrinoïde. Les critères de l'American College of Rheumatology ont été basés sur des paramètres cliniques, biologiques et histologiques. Ils ont été établis pour différencier les vascularites entre elles chez les patients qui avaient une vascularite documentée déjà histologiquement, ce qui a permis de créer des groupes homogènes de patients pour des études épidémiologiques ou thérapeutiques. Mais ce ne sont pas des critères qui permettent de définir une vascularite ou sa cause, et encore moins des critères diagnostiques. Vous voyez l'évolution après la nomenclature de Chapel-Hill, où le purpurin rhumatoïde est venu s'appeler la vascularite à IgA, l'artérite de Horton est venue s'appeler l'artérite gigantocellulaire et le Wegener est venu prendre le nom de granulomatose avec polyangéite, tandis que l'angéite de Schurger-Strauss est devenue la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. La nomenclature révisée de Chapel-Hill fait appel à la taille des vaisseaux atteints. Comment sont définis ces vaisseaux? Les gros vaisseaux sont définis comme l'aorte et ses branches principales, les moyens vaisseaux comme les artères viscérales principales et leurs branches de division initiale ainsi que leurs veines, et les petits vaisseaux comme des petites artères intraparenchymateuses. Donc, ce sont des artérioles, des capillaires et des vénules également dans cette catégorie-là. Et des artères de moyen calibre et des veines peuvent également être intéressées. Voici la nomenclature révisée de Chapel-Hill en fonction de la taille des vaisseaux préférentiellement atteints, et c'est le mot préférentiellement qui est le plus important de cette plaque. Vous voyez les vascularites qui prédominent sur les gros vaisseaux avec le Takayasu et l'artérite à cellules géantes, les moyens vaisseaux avec la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki. Et vous voyez que dans les vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux, il y a d'une part les maladies qui s'accompagnent de complexes humains, c'est en clair ceux dont l'immunofluorescence va être positive sur une biopsie. Ce sont les vascularites des cryos, les vascularites à IgA, ou la fameuse vascularite urticarienne hypocomplémentémique, anciennement de McDuffie, ou la vascularite à membrane antimembrane basale glomérulaire, anciennement Goodpacher. À côté de ces vascularites, il y en a qui ont très peu ou pas de dépôt humain et qui sont souvent associés aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires. Et dans ce groupe, on trouve la granulomatose avec polyangite, anciennement Wegener, la granulomatose éosinophilique avec polyangite, anciennement Schurger-Strauss, et la polyangite microscopique. Voici une immunofluorescence montrant sur la plaque de gauche des anticorps anticytoplasme des polynucléaires qui sont de fluorescence cytoplasmique et qui ciblent dans l'immense majorité des cas la protéinase 3.
Ces anticorps et leur présence est très spécifique de granulomatose avec polyangéite, puisqu'elle s'observe, vous voyez, dans 85% des formes systémiques et dans 60% des formes localisées. Sur la plaque de droite, vous voyez une fluorescence périnucléaire dont la cible est souvent la myélopyroxydase, qui est assez peu spécifique de polyangéite microscopique ou de granulomatose éosinophilique avec polyangéite, puisque vous voyez que ça s'observe dans un tiers des granulomatoses éosinophiliques avec polyangéite et au moins 60% des polyangéites microscopiques. Si je reviens sur les vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux post-immunes, qui s'accompagnent souvent d'ANCA, 3 maladies peuvent être visualisées selon, tout à fait à droite, la présence d'une éosinophilie et d'un asthme, auquel cas on est dans le cadre d'une granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Au milieu, il y a du granulome assez souvent, mais il n'y a pas d'asthme. On est dans le cadre de la granulomatose avec polyangéite. Et à gauche, une vascularite qui s'accompagne pas de granulome et pas d'asthme. On est dans le cadre de la polyangéite microscopique, qui a une prédilection pour le rein. Comment fait-on la différence entre une périartérite noueuse et une polyangéite microscopique? La classification de Chapel-Hill permet bien de distinguer les deux. La taille des vaisseaux atteints prédominante est dans la périartérite noueuse les vaisseaux de moyen calibre. Il n'y a pas d'ANCA. S'il y a des ANCA, ça ne peut pas être une périartérite noueuse. Et l'atteinte rénale, quand elle existe, elle est vasculaire. Par contre, il n'y a jamais d'atteinte glomérulaire. Il n'y a pas d'atteinte pulmonaire non plus dans la périartérite noueuse en dehors d'une surinfection. Les granulomes est rarement présent et rarement maintenant, il y a des marqueurs d'hépatite B. Vous voyez ici des anévrismes rénaux et des zones hypoxiques mal perfusées dans ce rein de périartérite noueuse. Et vous voyez ici des infarctus rénaux avec un défaut de produit de contraste, notamment à la partie inférieure de ce rein. Enfin, la présence d'irrégularités, d'anévrismes et de sténoses irrégulières tout à fait nettes. Vous voyez des sténoses étagées avec une asymétrie du calibre et une perte de parallélisme des bords de ces artères sur cette artériographie. Enfin, on peut trouver également dans la périartérite noueuse des infarctus avec des opacités, avec des plages hypodenses, triangulaires à base externe, comme ici sur ce scanner de la rate. Dans la polyangite microscopique, la taille préférentielle des vaisseaux atteints est de petit calibre. Il y a des ANCA dans plus de 60% des cas, une atteinte glomérulaire volontiers et une atteinte pulmonaire également par capillarite pulmonaire, mais il n'y a pas d'atteinte vasculaire rénale. Voici par exemple dans la polyangéite microscopique une image typique de glomérulonéphrite extracapillaire avec un très beau croissant. Ici, une hémorragie alvéolaire dans le cas d'une polyangéite microscopique par capillarite pulmonaire, c'est les petits vaisseaux, c'est bien une polyangéite microscopique. Si je reviens à la nomenclature révisée de Chapel-Hill et donc à ces tailles de vaisseaux prédominants, on peut comprendre qu'il y a aussi des vascularites où il n'y a pas de prédominance particulière de vaisseaux, c'est-à-dire que tous les vaisseaux peuvent être atteints au cours du temps, par exemple. Par exemple, dans la maladie de Behçet, on peut effectivement obtenir une atteinte des vaisseaux de différents calibres. Il en va de même au cours du syndrome de Cogan. Enfin, il est possible d'avoir une forme localisée de vascularite qui peut ou non d'ailleurs évoluer vers une forme systémique, et c'est particulièrement le cas et bien étudié, notamment dans la granulomatose avec polyangéite ou dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Des vascularites sont limitées à un seul organe, avec une distribution soit unifocale, soit munifocale, mais du même organe. Ça peut évoluer assez rarement vers une forme systémique. C'est le cas, par exemple, des vascularites cutanées, avec des angéites cutanées leucocytoclasiques qui restent habituellement des maladies purement cutanées. Mais c'est le cas aussi de vascularites du système nerveux, qui soient centrales ou périphériques, ou des organes génitaux externes. On peut avoir également des aortites isolées, voire des vascularites limitées à un seul organe autre. Et pour terminer ce panorama de la nomenclature révisée de Chapel-Hill, certaines vascularites se définissent par leur association à une maladie systémique. C'est par exemple le cas de la polyarthrite rhumatoïde où la vascularite est devenue extrêmement rare, mais ça peut se voir aussi également au cours du lupus, de la sarcoïdose ou d'une polychondrite, voire au cours d'autres maladies systémiques. Enfin, il y a des vascularites dont on
connaît probablement la cause. C'est le cas des périartérites noueuses associées à l'hépatite B ou des cryos associés à l'hépatite C, de l'aortite syphilitique ou bien sûr des vascularites médicamenteuses, qu'elles soient à complexe humain ou qu'elles s'accompagnent d'anticorps anticytoplasmes des polynucléaires. Et rarement également, les cancers peuvent s'associer à une vascularite. C'est notamment le cas des hémopathies, des tumeurs solides, mais plus volontiers le cas des lymphoproliférations B ou des syndromes myélodysplasiques. Enfin, quelques cas de vascularite peuvent survenir, notamment au cours des maladies sériques. Je vous remercie de votre attention.